C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, voici les grandes articulations des informations qui meubleront ce journal. Bientôt la construction d'un échangeur au carrefour Vedocor. Dans cette optique, une réunion s'est tenue ce lundi à la Direction générale des infrastructures avec les Japonais en charge de la construction de cette infrastructure. Son 13,91%, c'est le taux de réussite à l'examen national de licence 2018. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat de l'affichage des résultats. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés par les juges de la Cour pénale internationale CPI qui demandent la libération immédiate. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la construction d'un échangeur au carrefour Vedocor sera bientôt une réalité. Dans cette optique, une réunion a eu lieu ce lundi à la Direction générale des infrastructures avec une mission d'autorité japonaise en charge de la construction de la dite infrastructure. Objectif, s'enquérir de l'évolution du processus qui aboutira à la concrétisation du projet. Carole Olaye pour le compte-rendu. La construction de l'échangeur du carrefour Sika Toyota en face d'être une réalité. Pour une bonne réalisation de cette infrastructure, une séance de travail s'est tenue ce lundi 14 janvier entre les responsables à divers niveaux du ministère des Infrastructures et du Transport et les Japonais. Une rencontre qui a pour but d'aider la délégation japonaise à avoir des informations fiables dans le cadre des études qui précèdent le démarrage des travaux. Puisque en fait une étude, ça se base à une forte proportion sur les informations. Collecte de données. Les Japonais ne sont pas ici. Il nous revient, nous, administration routière et usagers de la route, de leur donner les informations qui leur sont utiles pour une bonne conception de cet échangeur-là. Et c'est à cela que je recommande au peuple béninois de bien vouloir se mettre à disposition de cette mission pour que d'ici quelques années, le problème de difficulté de circulation au niveau de cette partie de notre réseau soit conjugué au passé. Les données recueillies au cours de cette réunion seront prises en compte par une autre étude qui sera réalisée sur le terrain courant mai et juin 2019. Occasion pour Jacques Ayadji, directeur des infrastructures, de suggérer que ces différentes études prennent en compte également les ronds-points de Ruiho du stade de l'Amitié afin que le problème d'embouteillage ne demeure pas après la réalisation de cette infrastructure. Je vous l'annonçais également en titre, les résultats de l'examen national de licence session 2018 sont désormais connus. Ils ont été portés à la connaissance du public ce vendredi 11 janvier 2019 par la direction des examens et concours. Le taux d'admissibilité est de son 13,91%. Une équipe de la rédaction de Eden TV a fait le constat de l'affichage des résultats. Suivez. Avec un taux de réussite d'environ 13,91%, les résultats des examens nationaux de licence professionnelle 2018 sont tombés et sont disponibles dans le centre de composition du CEG Les Pylônes à Cotonou. Sur place, joie et émotion s'expriment sur les visages des candidats admis. Les sentiments de joie, puisque après le bac, je n'attendais pas passer encore un examen, mais quand ils ont parlé de l'examen national de la licence, je me disais comment ça va se passer. Quand j'ai fini mon bac, j'ai dit j'ai fini à faire des examens et je n'attendais plus à ça. Mais quand ils ont dit ça, j'ai dit on va passer ça pour voir comment ça va se passer. Mais le temps que ça fait avant le résultat, je me demandais pourquoi ça a duré comme ça, ou bien il y a un problème, ou bien on n'a pas travaillé. J'avais peur, mais finalement quand j'ai vu mon nom, c'est le sentiment de joie que je ressens ici actuellement. Ce qui m'a encore très surpris, c'est que Dieu m'a fait grâce et parmi les admis, j'ai vu que mon épouse en faisait partie. Je suis juste contente d'avoir réussi, sauf que il y a beaucoup de mes camarades qui ne sont pas sur la liste, c'est dommage, mais bon, je suis contente pour moi quand même. Sur un total de 5 779 candidats,
4271 sont déclarés admis, soit un total de 1508 candidats non admissibles à qui les heureux admis ont une pensée. C'est pour leur dire de prendre du courage, puisque l'échec n'est pas un échec, c'est une victoire reportée. Et ils ont la chance de passer encore l'année prochaine, puisque la dernière édition, c'est pour l'année prochaine. Donc ils n'ont qu'à prendre les mal en patience et redémarrer avec le travail, commencer le bachotage dès maintenant, et que par la grâce de Dieu, ils vont finir par être retenus. Ça fait vraiment mal parce que bon, il y a certains qui ont eu à émettre assez d'efforts, mais malheureusement ça n'a pas donné. Donc bon, nous dirons peut-être que d'ici l'année prochaine, avec plus d'efforts, encore par la grâce de Dieu, ça pourra passer. Mais pour le moment, c'est du courage à ceux qui n'ont pas pu avoir. L'année prochaine sera probablement la bonne. Pour rappel, les examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et master sont une réforme mise en œuvre depuis 2017. Une initiative du gouvernement du président Patrice Talon dont l'objectif est d'assainir le secteur de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Vous le savez, l'opération Rouler à droite, initiée depuis plusieurs jours par la police républicaine, se poursuit sur nos routes. Elle a connu sa première vague d'interpellation dans la commune d'Abomey-Calavi ce 15 janvier 2019. C'est un constat fait par Frédéric Espoir Oumambou et Fiacre Voitan. L'opération de sensibilisation des automobilistes et autres usagers de la route à rouler prioritairement à la droite de la chaussée a pris une nouvelle ampleur ce mardi 15 janvier 2019. En effet, plusieurs usagers sont tombés dans les mailles de la police républicaine entre le carrefour à Kassato et le carrefour à Arconville dans la commune d'Abomey-Calavi. Surprise générale, ces usagers de la route, un peu mécontents, n'en reviennent pas. Tout à l'heure, j'étais en route, j'habite d'ailleurs Glo et je vais déposer, j'ai mon atelier à Calavi. Mais subitement, arrivé à la hauteur du carrefour à Kassato, j'ai remarqué la police qui nous faisait la main de serrer la droite. Juste ce que j'ai exécuté, bien sûr, en tant que bon citoyen. Mais environ 100 à 200 mètres après, je remarque un attroupement de policiers, surtout le DGPN que j'ai reconnu qui était sur la voie aussi, qui me demande de garer. Je gare. C'est après sur le terrain que je suis en train d'apprendre par les autres citoyens arrêtés comme moi que depuis un moment, on a commencé à nous sensibiliser, histoire de rouler à droite. J'ai été informé ce matin qu'il fallait se rabattre à droite, rouler à droite. C'est vrai que je ne savais pas pourquoi il faut se rabattre à droite. On a fait l'auto-école comme tout le monde et on m'apprend. En tout cas, je suis allé me renseigner ce matin quand j'ai été raisonné qu'il fallait rester prioritairement à droite et céder la gauche. Nous, on a fait un dépassement par la gauche pour pouvoir nous rabattre sur la voie, mais on nous arrête. Non, c'est les policiers qui nous ont arrêtés sous prétexte qu'on n'a pas roulé à droite. C'est tout. Comme toute attente, on faisait la main et après on nous arrête. Pour d'autres, l'opération déclenchée par les responsables de la police républicaine n'est pas mauvaise en soi, mais la communication aurait manqué autour de la phase de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a 1000 moyens pour communiquer sur le territoire. Je n'ai pas suivi sur une chaîne de télévision comme radio, ni sur les réseaux sociaux, qui a une loi qui nous oblige désormais à rouler à droite. Nous sommes 12 millions de Béninois et on n'a pas les mêmes fréquences. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas eu encore assez suffisamment de communication sociale pour qu'on nous retienne ce matin et qu'on nous empêche d'aller au boulot. En soi, je concède que la loi se fasse parce que, a priori, ce matin, on ne pénalise personne, on ne verbalise pas. Mais on vous fait perdre du temps, c'est aussi une forme de pédagogie. On fait perdre du temps pour que la prochaine fois vous en tenez compte. Certains usagers par contre trouvent que le tronçon sur lequel l'opération est initialisée ne dispose pas de pistes cyclables et que si on ne sait pas faire, on risque de créer des accidents en voulant les réduire. En voulant serrer la droite, tout le monde à droite là, rouler à droite, on n'a pas cette voie. Où est la piste cyclable ici? Je ne vois pas la piste cyclable. Cette opération est faisable à partir d'Arconville jusqu'à Cotonou. Là, je suis d'accord. Mais ici, attention, gare au danger. Mais une décision, une loi, il ne faut pas être indiscipliné, mais voyez. C'est une opération très mal organisée. Moi, j'ai mal apprécié ça. Parce que la voie sur laquelle on fait l'opération, c'est une voie à double sens. Première raison, une voie à double sens. Deuxième raison, où est le panneau qui montre la priorité à droite? Nous sommes la côte de la route,
Si on veut changer les choses, on doit aller autrement. Ça là qu'on est en train de faire, c'est une manière de redresser le pays en arrière. Quoi qu'il en soit, force doit rester à la loi et les forces de sécurité publique pourront aussi de leur côté user quelquefois d'indulgence. Il faut dire que jusqu'à 18h cet après-midi de ce mardi, les véhicules interpellés étaient encore parqués au commissariat d'Akasato sous l'incompréhension des propriétaires. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. La vente à la sauvette concernant le pain à certains carrefours des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi est bien remarquable et cette manière de commercialiser du pain n'est pas sans risque. Carole Olaïa a fait le constat des risques encourus plutôt par ces vendeuses de pain qui se bousculent à longueur de journée derrière les véhicules sur nos routes. Suivez. Monique, la cinquantaine environ, est vendeuse de pain depuis 20 ans. Elle est la responsable des vendeuses de pain au carrefour Messinsinto, un village de l'arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme ses autres consoeurs, Monique brave les intempéries et risque sa vie au quotidien avant de gagner sa pitance quotidienne. Assises devant leurs étalages de pain divers, ces dames sont aidées dans leur commerce par des jeunes filles qui vont à l'assaut des véhicules qui marquent un arrêt au niveau du carrefour. Quand nous restons assises devant nos étalages, peu de personnes viennent acheter le pain. C'est pour cela que nous allons vers les clients. Nous le vendons à 125 alors qu'ailleurs c'est vendu à 100 francs. Ce n'est pas rentable. Devenues des vendeuses de pain à la sauvette à cause de la mévente, ces dames avec des exemplaires de pain à la main mettent leur vie en péril en courant derrière motos et véhicules avant d'écouler quelques unités de leurs produits. Une situation qui s'explique non seulement par la morosité économique qui sévit, mais aussi par l'inexistence d'un marché propre aux bonnes dames. Nous connaissons la mévente. On s'embête pour persévérer dans le commerce. Depuis le matin, aucune d'entre nous n'a encore vendu 20 à 40 pains. Alors que si c'était auparavant sous d'autres régimes, on aurait dépassé la centaine. Nous demandons également que le délégué et le CA puissent plaider pour nous afin que la mairie nous construise un marché. En attendant que les cris de cœur de Dame Monique soient entendus par les autorités à divers niveaux de la commune d'Abomey-Calavi, ces dames continueront à faire l'impossible pour survivre. Et la vente des pains à la sauvette, quoique très risquée, reste pour le moment leur seule alternative. Eh bien, ce journal se poursuit. Nous parlerons politique cette fois-ci et nous irons du côté de Comé où les leaders politiques de la commune aidée, de quelques personnalités politiques du département du Mono sont allés exposer ce samedi 12 janvier le programme d'action du gouvernement aux populations de l'arrondissement d'Akodéha. Une manière pour eux de susciter l'adhésion massive de ces populations à la gouvernance du président Patrice Talon. Jonas Bouchi pour le compte rendu. À la quête d'une meilleure gouvernance administrative et politique de leur pays, les populations de l'arrondissement d'Akodéha dans la commune de Comé se sont fait particulièrement remarquer par leur détermination et leur engagement. Un long combat politique enfin récompensé par l'avènement de l'actuel gouvernement selon l'honorable Mathurin Nago qui ne trouve aucune raison qui puisse mettre les populations de cet arrondissement en marge du présent régime. Maintenant que nous avons enfin trouvé le régime de vérité, régime d'engagement, régime de patriotisme, régime de développement, celui-là que vous souhaitiez depuis des années, à travers votre engagement, à travers votre patriotisme. Maintenant que vous l'avez, vous ne pouvez plus rester en marge.
Après avoir énuméré les réalisations à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, Jeanne Adambioko, leader politique et natif de la localité, estime que le moment est enfin venu pour que les populations d'Akodeha jouissent des fruits de leur combat politique. La reprise des microcrédits commence à impacter les populations à la base, en particulier la gente féminine. Pas moins de 400 milliards de francs CFA viennent d'être votés par nos députés pour le renforcement du volet social du programme d'action du gouvernement. Alors, chères sœurs et chers frères d'Akodeha, avons-nous des raisons de ne pas soutenir une telle vision du président Patrice Talon qui se traduit chaque jour par des actions concrètes planifiées dans le PAG? Certainement pas. À travers les représentants des jeunes, sages et notables d'Akodeha, les populations de cet arrondissement ont exprimé leur soutien au programme d'action du gouvernement. Je vous l'annonçais en titre, nous sommes en interactualité. Les juges de la Cour pénale internationale ont demandé la libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et son allié Charles Blé Goudé. Mais la Cour a ajourné la décision de libération immédiate en attendant l'avis du procureur, conformément aux dispositions des statuts de Rome. Rappelons que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés et jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la crise post-électorale de 2011. Les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé se sont réunis à Gagnoa après l'annonce de leur libération pour manifester leur joie après que la Cour pénale internationale a acquitté Laurent Gbagbo pour une vague de violence post-électorale. Suivons ici certains de ces partisans qui se sont prononcés. Il n'a rien fait. Depuis 7 ans, il est incarcéré à la haine. Il n'a rien fait. Les gens ont tout là. Ils ont tout dit. Il doit venir concilier les Ivoiriens. Sans lui, il n'y a pas de conciliation. Sans lui, il n'y a jamais la paix. Il faut jamais. Parce que si papa est là, nos enfants vont travailler, on va marcher. Nous aussi, on va marcher. Mais lui, il est là. Après 2 mois et demi d'absence, le président gabonais Ali Bongo est rentré du Maroc où il était en convalescence depuis plusieurs semaines. Son avion a atterri à l'aéroport de Libreville dans la nuit. Ce mardi matin, c'était la cérémonie de prestation de serment des nouveaux ministres. Prestation devant le chef de l'État pour qui il s'agissait. Il s'agissait donc de la première sortie publique depuis son hospitalisation. Vous suivez là des images d'archives. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec les images de la cérémonie de prestation de serment. Nous partons à présent au Sénégal où Macky Sall, candidat à sa réélection à la présidentielle de février prochain, inaugure la ligne de TER, train express régional reliant Dakar à la ville nouvelle de Diamniadio, dont l'exploitation commerciale n'est toutefois pas attendue avant plusieurs mois à Thiaroye, en banlieue de Dakar. Les habitants qui ont été expropriés accueillent désormais favorablement le projet. Les compensations jugées d'abord insuffisantes ont été réévaluées. On écoute le président sénégalais et le président du collectif des impactés du TER. Ce TER fait partie des infrastructures de dernière génération du plan Sénégal émergent. Celle qui porte notre ambition de progrès, de bien-être et de modernité. À terme donc, le TER contribuera à décongestionner Dakar et ses environs, à réduire considérablement les embouteillages et la pollution due au trafic routier, à valoriser les zones traversées. On a négocié, on s'est battu en premier lieu
et puis on s'est retrouvé dans une table de négociation avec les autorités. Ce que nous voulons que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, au moins accélère la procédure de viabilisation des sites. Voilà, c'est ce que nous réclamons aussi. Restons au Sénégal où le Conseil constitutionnel sénégalais ne retient pas la candidature à l'élection présidentielle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ni celle de l'ex-ministre Karim Wade, tous deux frappés de condamnation judiciaire. Une décision que leurs partisans respectifs peinent à comprendre. On les écoute. Considérer que Khalifa Aboubacar Sall n'est pas électeur et pour cette raison en tirer conséquence qu'il ne peut pas être candidat à cette élection relève purement et simplement de la forfaiture. Moi, je considère que le Conseil constitutionnel s'est fondé sur du faux pour aboutir à un mensonge judiciaire qui n'est donc pas une décision de justice. C'est un combat politique à mener parce qu'il nous faut comprendre dès à présent et avec nous, tout le peuple sénégalais, qu'il est arrivé le moment pour mettre un terme aux forfaitures de Macky Sall. Une simple chambre aux murs nus, c'est le plus beau foyer que Saliou ait connu. Arrivé à Marseille après avoir fui son pays, cet orphelin gambien de 16 ans occupe un bâtiment du diocèse, symbole des difficultés rencontrées par les mineurs étrangers dans la ville. Reportage. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est des hommes comme vous, on est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une geôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, et qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département dit faire au mieux avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique est collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. Un dernier élément avant de clôturer ce journal, l'arrière-petit-fils de juifs allemands assassiné pendant l'Holocauste, le Britannique Simon Wallfisch a décidé de devenir allemand à cause du Brexit. Une fois par mois, depuis plus d'un an et demi, ce musicien manifeste son opposition à la sortie de l'Union européenne devant le Parlement britannique à Londres. Mais au lieu d'agiter un drapeau européen ou une pancarte comme d'autres, et ses violoncelles en main coiffés d'une perruque blanche à la Mozart qu'il se fait entendre. Suivez. De ses origines allemandes, Simon Wallfisch a hérité d'un amour pour l'opéra et les symphonies de Beethoven.
Et si ce père de famille joue régulièrement l'hymne de l'Union européenne devant le Parlement britannique, c'est parce que le Brexit a fait remonter des souvenirs de famille douloureux. Descendant de réfugiés juifs qui ont fui le nazisme dans les années 30, il s'est vu contraint de demander la nationalité allemande pour pouvoir conserver un passeport européen. J'ai dû utiliser une tragédie familiale pour assurer mon futur et celui de ma famille. Ce que cela va signifier pour nous, je n'en sais rien. Nous ne voulons pas aller en Allemagne, mais au moins, avec un passeport allemand, nous pourrions déménager aux Pays-Bas ou en France ou dans n'importe quel pays européen. Comme lui, de nombreux Britanniques ont eu recours à une clause de la Constitution allemande qui permet aux descendants de victimes du nazisme de récupérer la nationalité que leur avait retirée le Troisième Reich. S'ils n'étaient que 43 à avoir fait une telle demande en 2015, plus de 1600 Britanniques ont lancé la procédure en 2017. J'ai décidé de demander la nationalité allemande le jour du résultat du référendum. Je me suis dit, j'en ai assez de ces bêtises. Ma vie et celle de mes enfants ne vont pas être détruites par ça. Au-delà du Brexit, certains descendants de réfugiés juifs voient également dans cette demande de nationalité un geste fort envers le pays de leurs ancêtres. Je n'ai pas spécialement fait cette demande de nationalité pour avoir un passeport, mais pour exprimer quelque chose envers l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, mais à ma connaissance, il n'existe aucun pays qui a réussi à se regarder dans le miroir et à rejeter tout ce qu'il a fait dans le passé. C'est tout simplement extraordinaire. À l'approche de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit pousse ainsi de nombreux Britanniques à se pencher sur leurs origines, avec l'espoir peut-être de refermer certaines plaies vieilles de 70 ans. Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes en compagnie de EDN TV.